j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dites donc. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous commencez à me connaître. Parfois je suis motivée et je fais 2 vidéos par mois. Et des fois, pendant 6 mois, 8 mois, je disparais des écrans. Pas d'inquiétude, je suis toujours en vie et ravie de prendre à nouveau la caméra. Avec le retour des beaux jours, ma motivation est revenue et ça m'a donné envie de vous faire un update lecture des 6 premiers mois de l'année 2024. Donc on va commencer ça tout de suite. Pour l'instant, entre janvier et juin, j'ai lu 18 livres, ce qui est assez peu, donc de toute façon, vous n'avez pas raté grand chose et on va se faire un petit débrief tout de suite. Je vous propose, comme la vidéo que j'avais faite l'année dernière, qu'on se répartisse tout ça en différentes catégories. Les romans, ensuite la BD et les romans graphiques, puis les mangas, et pour terminer, on parlera un petit peu de non-fiction et de livres documentaires, puisque cette fois-ci, j'en ai lu quand même pas mal. On commence tout de suite avec les romans et en début d'année j'ai eu la joie de découvrir Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. Il me semble que je l'ai vu passer sur la chaîne de Alex Bookin en Prada, si je vous dis pas de bêtises, et c'est un roman qui m'a beaucoup plu, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Il faut savoir que Baptiste Beaulieu n'est pas seulement auteur, il est aussi médecin et je pense qu'il s'est très fortement inspiré de son métier pour écrire ce livre-là, Où vont les larmes quand elles sèchent, qui dresse le portrait d'un médecin généraliste qui s'appelle Jean et qui a quelque part perdu la capacité de pleurer. Et du coup il s'interroge sur sa pratique de médecin et sa capacité à exercer la médecine si lui-même n'a plus cette capacité à pleurer, presque ce manque d'empathie, même s'il voudrait, même s'il aimerait lâcher quelques larmes parfois face aux témoignages déchirants de certaines personnes malades. Et pourtant il n'y arrive pas. Et tout au long de ce roman, il va décrire différents patients qu'il rencontre au cabinet. Et c'est un livre qui est à la fois triste, joyeux, plein d'humour, plein de tendresse, plein de douceur et plein d'humanité. C'est aussi un livre qui est inclusif et féministe et du coup il m'a beaucoup plu. J'enchaîne avec une lecture boulot, à savoir le 12e chapitre de Jérôme Loubry. Pourquoi je dis lecture boulot ? Parce que je vous en ai peut-être déjà parlé, mais tous les ans à la médiathèque, on organise un prix du polar. Et cette année, c'était Jérôme Loubry, le parrain de ce prix. Et j'ai eu la chance de l'accueillir et de le recevoir en rencontre littéraire. Et donc pour préparer cette rencontre, j'avais lu le 12e chapitre, qui est un polar qui se passe sur 2 temporalités différentes. D'un côté, on est dans le présent avec 3 protagonistes qui reçoivent un mystérieux manuscrit dont ils sont les personnages principaux, et d'un autre côté on retrouve ces mêmes 3 protagonistes lorsqu'ils étaient enfants, un été sur la plage alors qu'il s'est passé un fait divers sordide, et on va essayer de découvrir petit à petit la vérité sur cette affaire. Encore une fois, une lecture que j'ai beaucoup appréciée, à laquelle j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads, et j'ai beaucoup aimé le côté mise en abîme, livre dans un livre, littérature qui parle de littérature, c'était vraiment très chouette. On enchaîne sur une lecture un petit peu plus récente, Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa, un livre qui me fait de l'œil depuis un moment puisqu'il est sorti à l'époque où je travaillais encore en librairie, donc ça fait un bon bail. Et à l'époque, une de mes collègues libraires l'avait lu et me l'avait conseillé, donc je l'avais dans un coin de ma tête. Et un jour je me suis dit, ça y est, c'est le moment, il me fallait une petite lecture pour me sortir d'une peine de lecture et c'était le livre parfait, donc rien que pour ça, je vous le recommande chaleureusement. Les délices de Tokyo, c'est l'histoire d'un jeune homme qui tient une pâtisserie, donc dans laquelle il fabrique des dorayaki qui sont des spécialités japonaises. Et il le fait parce qu'il a une dette envers le patron qui est décédé et il ne veut pas quitter son poste, mais il n'y prend pas beaucoup goût, donc les journées se passent et il se lasse un petit peu de ce qu'il fait. Et un jour, il y a une petite grand-mère qui passe devant cet établissement et qui voit l'affiche que le jeune homme a mis sur la vitrine, comme quoi il recherche du personnel. Et cette petite mamie va insister tant et si bien pour qu'on l'embauche que le jeune homme va finir par craquer et par l'embaucher. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite très chaudement à le lire, c'est vraiment une lecture qui vous emporte, c'est vraiment... À chaque fois que je lis de la littérature japonaise, je suis imprégnée de ce côté à la fois dépaysant, mais pas trop, vraiment enveloppant, qui me fait voyager sans complètement me chambouler et toujours plein de belles images et de poésie. Donc si vous voulez un petit livre de poche pour cet été,
allez-y. On poursuit avec tout ce qui est BD et romans graphiques, j'en ai lu 3 pour le moment et sur les 3 j'en ai seulement un à disposition. Donc je vais d'abord vous présenter les 2 que je n'ai pas en main, à savoir le guide du mauvais père de Guy Delisle, le tome 2 puisque j'avais déjà lu le premier l'année dernière. C'est une petite bande dessinée très amusante sur la paternité et vraiment c'est plein d'humour. C'est rafraîchissant, encore une fois, je vous le conseille. J'enchaîne avec une BD que j'ai beaucoup aimée aussi qui s'appelle Les Moments Doux, qui est adaptée d'un roman de Virginie Grimaldi que vous connaissez peut-être. Personnellement, je n'ai pas lu le roman, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier la BD. C'est une BD très douce, hein, d'où le titre Les Moments Doux. C'est une BD qui parle de la maternité sous 2 points de vue, 2 angles différents. Du coup, c'est très intéressant. Très tendre, triste par moments, mais aussi joyeux. Voilà, j'étais dans ma période un petit peu émotive et c'est vraiment une BD qui m'a bien plu. Je termine sur les BD et romans graphiques avec celui que j'ai sous la main, à savoir le tome 5 d'Heartstopper de Alice Oseman. Je ne vous présente plus cette série de romans graphiques qui est ma petite série doudou qui raconte l'histoire de Nick et Charlie. Et je n'ai même pas envie de vous en dire plus à part que c'est 5 étoiles à chaque fois, que c'est un coup de cœur à chaque fois et qu'il me tarde véritablement de lire la suite. Donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite très très franchement à lire ces romans graphiques. C'est vraiment dans un style absolument doudou, mignon et juste adorable. Voilà, on a des petites pages comme ça qui sont juste trop belles. Et voilà, c'est un véritable coup de cœur. Et si vous avez envie de poursuivre l'aventure, il y a aussi une série Netflix qui est sortie et qui est trop mignonne aussi, donc allez-y, foncez. On passe au manga et cette année j'ai commencé mes lectures avec le premier tome de Babysitters qui est un petit manga tout mignon qui raconte l'histoire de 2 frères me semble-t-il, ça commence à faire longtemps, 2 frères qui sont plus ou moins embauchés par une sorte d'académie dans laquelle il y a une crèche où il faut garder les enfants et eux ils sont plus ou moins recueillis par la patronne de cet établissement et s'ils veulent pouvoir payer leurs études, être hébergés, logés, nourris, etc. Suite, il me semble, à la perte de leur famille, ils sont obligés de travailler à la crèche et du coup ils se retrouvent entourés de plein de petits bébés trop mignons et donc ça donne des situations très très mignonnes. Oui, c'est le maître mot de ce manga et donc ça m'a beaucoup plu, forcément. Je continue avec des séries que j'ai commencées cette année, notamment Tokyo Tarareba Girls, le premier tome du coup forcément, que j'ai découvert il me semble sur les conseils d'Alex Bouquin Prada, encore une fois. Non vraiment si je m'absente à nouveau pendant 6 mois, son compte et celui d'Amita Books c'est peut-être les 2 que je regarde le plus, donc au pire si je vous manque, allez prendre des conseils de lecture chez elle. Et puis de toute façon il y a plein de booktubeurs et de booktubeuses qui sont formidables. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur mes chaînes préférées, donc au pire si je vous manque, allez les voir. En tout cas celui-là, il me semble qu'il était recommandé par Alex. Et c'est l'histoire de 3 filles japonaises qui vivent à Tokyo forcément, hein, Tokyo Tarareba Girls, qui ont la trentaine, qui n'ont pas d'amoureux, qui n'ont pas de chéri et qui se lamentent un petit peu sur leur sort et qui, pour essayer de surpasser tout ça, échafaudent différents plans plus étranges les uns que les autres et qui se réunissent en mode réunion de crise pour aller boire des coups et essayer de trouver une solution à leur vie qui déraille selon elles. Il y a un côté très amusant, très drôle dans ce manga et il y a un côté qui m'a un peu plus dérangée, il y a même 2 choses. C'est le côté oh là là, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à... voilà, ça passe pas. Mais je sais que c'est culturel et voilà, c'est comme ça. Et il y a un deuxième truc qui m'a un peu gênée, mais bon ça c'est très personnel, c'est que j'ai trouvé que ce manga était particulièrement dense. Voilà pour exemple une page où il y a vraiment beaucoup de texte. Et voilà, je me sens submergée pour pas grand chose, hein, mais en gros j'ai trouvé que par moments c'était beaucoup de blabla,
pour pas grand chose, mais c'est un petit peu l'identité aussi de ce côté conversation entre filles qui racontent leurs problèmes, donc c'est le jeu. J'ai aussi découvert le premier tome de Sasaki et Miyano. C'était pas vraiment un coup de cœur, même si le parti pris de base est plutôt mignon. C'est l'histoire de Sasaki et Miyano. L'un d'eux est fan des mangas Boys Love, donc de romances entre garçons. Et l'autre découvre ces romances-là grâce au premier. Et bon, bah, on se dit que peut-être il commence à craquer pour l'autre. C'est pas très clair. Et le côté mignon de tout ça est bien présent, mais ce qui m'a moins plu, c'est la dimension particulièrement répétitive de ce schéma, c'est-à-dire il y en a un qui prête un livre à l'autre, et l'autre à chaque fois il essaye un petit peu de le draguer, et le premier répond par « Oh là là, tu fais que des trucs dignes d'un scénario de Boys Love ». Sauf que c'est son argument à chaque fois. Toutes les 10 pages, il lui dit « Oh là là, on tient un Boys Love, oh là là, oh là là ». Et au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant, donc je pense que je n'irai pas plus loin dans cette série, mais si c'est un paramètre qui vous dérange pas trop et que vous avez envie de découvrir un petit manga mignon sur une possible romance entre ces deux garçons, allez-y. J'ai également découvert le premier tome de L'amour est dans le thé. J'ai un peu craqué pour la couverture, n'est-elle pas magnifique, n'est-ce pas? Et j'ai aussi craqué pour l'histoire, hein. Vraiment, je trouve que pour le coup, on est assez loin de la dimension un peu trop cliché de Tokyo Tarareba Girls. On est sur un petit shoujo mignon et en même temps avec une réflexion assez profonde sur qu'est-ce que c'est que d'être marié à un homme qui ne nous correspond plus, ce genre de choses. Enfin, j'ai pas trop compris précisément ce qui s'était passé entre cette jeune femme et son ex-mari, mais visiblement ça s'est mal passé à tel point qu'elle fuit la maison et qu'elle va se réfugier chez ce monsieur-là qui gère, je crois, l'entreprise de thé familiale parce que son frère est une sorte d'écrivain enfermé quelque part qui ne veut pas entendre parler de thé et qui a remis un peu les clés de l'entreprise à ce monsieur. Sauf qu'elle est poursuivie, cette jeune fille, par son ex et que pour s'en débarrasser, elle fait croire à tout le monde qu'elle est en couple avec lui. Donc à la fois un manga mignon et en même temps il y a pas mal de réflexions autour de la société là-dessus, donc ça m'a plutôt bien plu. J'ai pris mon temps pour le dire parce qu'il y avait beaucoup de consonnes. Toujours côté manga, je poursuis tranquillement ma lecture d'une série beaucoup plus sombre, du bateau de Thésée. Ici c'était le 3e tome et c'est l'histoire d'un jeune homme qui est propulsé dans le passé et ça va lui donner l'opportunité de résoudre une affaire criminelle qui est à la fois une affaire de famille puisque son père est accusé d'avoir assassiné toute une classe de toute une école en les empoisonnant et donc il se retrouve propulsé à cette époque-là et il va petit à petit détricoter toute cette histoire, essayer de comprendre qui est le véritable tueur de l'école, son père est-il coupable ou non. Et pour le coup, c'est pas un manga mignon, c'est vraiment un manga où il faut avoir le cœur bien accroché, je trouve, où il y a des moments vraiment très malaisants, voire un peu gore, avec de la violence, avec du sang, avec des morts forcément. C'est pas non plus massacre à la tronçonneuse, mais il y a une ambiance et une atmosphère digne d'un bon thriller qui est assez glaçante. Et vraiment, je vous recommande de pas forcément le lire le soir. C'est pas une bonne idée. Voilà. Pour en finir avec les mangas, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de la série Hirayasumi. C'est vraiment un manga doudou que j'adore. Une fois n'est pas coutume, j'ai découvert cette série sur la chaîne d'Alex. Donc écoutez, allez voir ce qu'elle fait, c'est trop bien. Voilà, ne posez pas de questions. Par contre, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite très chaleureusement à découvrir Hirayasumi. C'est un petit manga tranche de vie qui vous embarque dans le quotidien d'un jeune homme japonais et de sa cousine. Ce jeune homme s'est retrouvé plus ou moins par hasard à se faire léguer une maison par une vieille femme qui était son amie, qui est décédée. Et donc il vit dans cette maison en compagnie de sa cousine qui vient faire des études d'art dans je sais plus quelle ville. Bah à Tokyo, voilà, c'était pas difficile. Et donc on suit leur quotidien à tous les deux et tous les personnages qui gravitent autour de leur vie. Et en fait ça a ce petit côté que je retrouve aussi dans les délices de Tokyo, que je retrouve dans toute la littérature japonaise, de
petite bulle, petit cocon réconfortant, petite lecture doudou. Donc vraiment je vous invite à découvrir cette série. Et en plus de ça, les dessins sont encore une fois très beaux, dans un style tout à fait différent de tout ce que je vous ai présenté jusque là, parce que l'illustrateur a vraiment son trait, vraiment sa plume. Et je vais vous montrer quelques images, vous allez voir, c'est génial. Je sais pas si vous voyez très bien, mais moi j'adore. Je termine cette vidéo par les livres de non-fiction, les livres documentaires qui nous apportent des informations sur tel ou tel sujet. Et personnellement, je me suis concentrée sur un certain type de documentaire et sur un certain type de sujet. J'en ai lu 5 et j'en ai 4 entre les mains que je vais vous montrer. Au risque de vous spoiler, c'est une annonce, sachez-le. Donc en ce moment, je suis en mode wouhou! Je vais lire tout ce que je peux sur la grossesse, sur le postpartum, sur la parentalité, etc., etc. À commencer par 2 livres que j'avais empruntés pour mon chéri à la base, le guide du jeune papa et Jeune papa, le guide décapant des parents imparfaits. 2 guides que je recommande, même si vous en avez plein pour les papas. Celui-là est vraiment très complet, celui-ci aussi, mais il a en plus la dimension humoristique et imagée que celui-ci a un petit peu moins. Et c'est très chouette pour les coparents. C'est spécifique au papa parce qu'il se trouve que dans ma configuration... nous sommes 2 parents, une maman et un papa, mais j'ai bien conscience que ce n'est pas le cas de toutes les familles. Donc je vous les conseille si vous êtes dans ce schéma-là, et si c'est pas votre cas, passez outre. Et j'ai lu 3 autres livres sur la grossesse, dont un que je n'ai pas en main. Celui que je n'ai pas en main s'appelle Ma grossesse en 300 questions-réponses de Solaro. C'est super intéressant parce que ça balaye plein de questions qu'on peut se poser tout au long de la grossesse et ça y apporte forcément des réponses. C'est écrit par des professionnels, donc c'est génial. C'est un petit peu sur le même modèle que celui-ci qui s'appelle C'est ma grossesse, se poser 1000 questions, trouver enfin les réponses. Donc c'est sur le même modèle avec des entrées par questions, par trimestre, etc. Et les réponses sont apportées notamment par Anna Roy, que vous connaissez peut-être pour être l'un des visages de l'émission La Maison des Maternelles. C'est la sage-femme qui intervient là-bas, mais pas que. Elle a aussi plein de podcasts qui sont super intéressants et que je vous invite à écouter si vous êtes intéressé par le sujet de la grossesse et de la maternité, ainsi que le sujet du postpartum. C'est vrai qu'elle est spécialisée dans le postpartum. Donc j'ai trouvé énormément de réponses à mes questions dans son livre juste là qui s'appelle C'est ma grossesse. Et j'ai poursuivi avec Survivre à la grossesse et plus encore, qui avait plutôt le côté humoristique qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est écrit par Julie Champagne et Anna Roy, mais je crois que c'est une autre Anna Roy. Coïncidence, peut-être. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture spéciale les 6 premiers mois de 2024. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo sur les 6 derniers selon le rythme que je vais prendre, même si j'espère pouvoir prendre la caméra un peu plus souvent. Je ne peux pas vous le garantir. En tout cas, moi, je vais prendre soin de moi, prendre soin de mon petit cocon familial, prendre soin de mon petit bidou. Je vous fais plein de bisous et j'espère à très bientôt. Portez-vous bien et faites de bonnes lectures. Ciao!